Alors déjà, merci à tous et toutes pour votre présence. Voilà, j'aimerais remercier pour cette invitation l'artiste et le commissaire d'exposition Pascal Lièvre, ainsi que la Biennale Art Nomade, le Centre d'art Transpalette, les étudiants de l'ENSA. Et voilà, mais je suis très heureux de participer à cette exposition itinérante, Décoloniser les corps, et d'y être invité à parler de mon itinéraire. Je ne vais pas tout raconter, ce n'est pas le but, mais je vais rester sur le fil d'un chemin, cause à effet, un peu comme sur une route initiatique, la cause à effet. C'est-à-dire ce qui nous fait agir et d'en comprendre ces mécanismes. C'est une façon de combattre un monde dominant. C'est laisser la place aux fragiles et toute la place à l'imaginaire qui s'y défend. Trouver ces chemins, de nouvelles possibilités de vie, d'existence, des chemins de traverse, comme on dit, une résistance. Pour moi, les enjeux de notre monde, c'est d'écouter les autres formes, les autres possibles, d'entendre les forces que tout cela génère, les transformations, les transitions, en laissant la place à tout ce que les hommes n'ont pas voulu entendre et ont détruit pour étendre leur domination. Transition, c'est de passer d'un état à un autre avec ses bagages. Nomade, c'est de passer d'un lieu à un autre avec ses bagages. Dans le cas d'une transition trans, à cause du poids du modèle social et familial, il y a forcément une rupture douloureuse et violente. Dans le mot nomadisme, il y a quelque chose de noble, alors donnons enfin de la noblesse à la transition. Pour que ceux qui la vivent puissent la vivre en paix et non pas dans le poids, avec le poids de la culpabilité, du rejet, de la souffrance et souvent avec une issue tragique, mais plutôt comme la naissance d'une nature profonde qui a sa place. Cette conférence a pour titre « Transition à la campagne ». Elle a pour but d'expliquer les liens et surtout le cheminement d'un travail hors toute école, dans la peau d'un mec qui doit faire une transition. J'ai entendu parfois, quand je montrais le début de mon travail, « Ah, mais c'est toi qui faisais ça avant, ça n'a rien à voir ». Je n'ai jamais parlé de ce chemin, de mes choix. Je vais tenter de le faire simplement, avec mes mots, une série de photos de ma vie, de mon travail, un peu dans le désordre, car aujourd'hui les émotions sont les mêmes. Il y aura toujours un questionnement sur notre propre place face à la fragilité. Aux constructions qui se sont fondées et bâties sur le dominant, et on a fait un empire qui perdure jusqu'à leur propre perte, jusqu'à l'oubli. Pendant mon parcours, l'on m'a mis à une place de victime ou de bourreau, ce que je refuse et ce que j'ai toujours refusé et combattu. J'ai cherché à en faire une force, l'art est devenu une arme. Alors, je vais commencer par cette œuvre qui a été faite en 1988. C'est la première fois, c'est une des premières qui exprimait directement ce que je ressentais à l'époque. C'est la première fois que je parlais frontalement de la transsexualité. C'est un autoportrait. Avant ce tableau, je parlais qu'à très peu de personnes. Les émotions, les blessures dues à mon identité restaient secrets. Dans ce tableau, mon corps est meurtri, emprisonné dans un étau. Les bras en guise d'ailes sont atrophiés. Je n'arrive pas à m'envoler. Le rouge symbolise les blessures. Je suis écorché, le sexe est très grand. Mon identité est montrée, le visage est grave. Mon langage est bloqué par la peur. Mon corps est un fantôme qui ne demande qu'à exister. À l'époque, j'avais été bouleversé par le film de Fassbinder, L'année des 13 lunes, qui parlait du sujet trans et de l'oppression. J'exposais en Allemagne à ce moment-là. J'ai exposé ce tableau qui a été acquis par un collectionneur et bon, j'y étais très attaché. Pour moi, c'était un signe il y a plus de 30 ans. Pour que vous puissiez comprendre d'où je viens et mes liens avec la nature, je dois m'arrêter en Auvergne, chez ma grand-mère, où j'ai dû commencer à m'en construire, j'avais à peu près 7 ans. Alors là, vous avez vu la maison de ma grand-mère, de mes grands-parents en Auvergne, et ça, c'est la fontaine qu'il y a devant la maison où, lorsqu'on était enfant, on passait beaucoup de temps, les animaux venaient boire, et les enfants, c'est un lieu important. Alors, excusez-moi.
Voilà. Ma grand-mère s'appelait Rose. Me disait que j'étais son petit chéri et ce que j'avais bien pu faire, et ce qu'avaient bien pu faire mes parents me fabriquant. Je me souviens bien de cela, car ce fut à l'époque une reconnaissance pour moi tout entier, qu'elle me dise son petit chéri. Ma grand-mère était tendre avec moi. Cet amour a contribué à créer des liens indissociables, encore aujourd'hui avec la nature. Je me souviens de l'Auvergne, des volcans, des rivières et des bois, les champs qui constituaient pour moi une famille, une maison, où le ciel et les étoiles étaient le toit. Tout était beau, tout était un terrain de découverte, de liberté, d'amour et de joie. Quand j'étais enfant, je me souviens de mon grand-père qui venait me chercher dans sa 2 chevaux grise à la gare. Nous remontions vers le Puy-de-Dôme, l'on traversait les forêts, les routes enlacées, et je disais bonjour aux paysages, aux forêts, aux oiseaux, aux cerfs, qui se réjouissaient de ma venue. Le temps était suspendu à la cime des arbres, les yeux des sapins noirs brillaient comme des petites bougies. Le voilà, disait le renard. J'étais penché à la fenêtre de la 2 chevaux et je criais « Je reviens, je suis là, je vous aime, je suis vivant ». La reconnaissance mutuelle d'un environnement à un enfant. Donc les dessins, en général, sont un peu, et les mots aussi, que vous allez voir après, sont un peu dans le désordre. Ça, c'est un des derniers que j'ai fait cette année. Mais donc, je reviens toujours sur ma vie, sur mon enfance. Et voilà. Là, vous avez vraiment la reconnaissance mutuelle d'un environnement à un enfant. Enfin, les liens très forts avec l'enfance. Alors là, vous avez une petite pièce qui s'appelle le village de Rose. C'est le petit village où il y avait la maison de ma grand-mère, donc, qui est fait tout en sel, à cause du sel de la vie. Et le lien très fort qui s'est créé dans mon enfance avec ma grand-mère. Voilà, elle est installée sur une petite chaise avec une petite lumière, ça scintille. Voilà, c'est une petite pièce tout en sel. Chez mes parents à Paris, je n'étais pas reconnu comme j'étais. L'on me bousculait violemment et l'on me réprimait avec force et sans concession. C'est à cause de cette oppression physique et dans le non-dit et dans cette violence journalière que j'ai pris dans mes bras la nature et les animaux et que je m'y suis réfugié. C'est dans cette nature généreuse, aimante et rassurante que j'ai commencé à me construire et c'est elle qui m'a tenu en vie. J'y pensais tout le temps. Et lorsque je quittais l'Auvergne, je pleurais. Il faut savoir que l'on m'interdisait de pleurer quand j'étais enfant. Je ne voulais pas lâcher ma grand-mère, car je quittais la vie pour rejoindre un monde où je devais obéir à tout et me taire. À Paris, la peur et l'instinct de survie étaient omniprésents déjà depuis tout petit. J'étais travesti par mes parents, je me sentais une poupée obéissante. Je devais dire que j'étais content, j'avais honte, même si je souriais tout le temps pour éviter le pire. Je ne pouvais pas m'exprimer, et dès que je le faisais, je devais m'attendre à quelque chose d'humiliant et de dégradant. C'est là, certainement, dans un coin de ma chambre, que j'ai dû commencer à vouloir être un artiste et à essayer de me créer un monde meilleur. Voilà une des premières photos que j'ai faites, j'avais 10 ans. Ce sont les tomates du jardin de ma grand-mère. Et donc, comme vous voyez, elles sont à plusieurs stades de maturité. Du rouge, du vert, du noir. J'étais déjà dans la transition. Voilà. Je trouvais ça très beau. Je fais partie des enfants d'après 68, au moment où mes parents, comme certains, ont confondu droit des femmes, libération sexuelle, avec pornographie, sans épargner les gosses qu'on était. J'étais un de ces gosses qui se sont construits dans leur chambre, entre Elvis, Barbara, Patti Smith, les Sex Pistols, Raon, Big Jim, Podane et Rimbaud. Et mes parents n'étaient pas du tout dans la culture, ma mère dessinait tout le temps, mais dès que je faisais un truc pour lui plaire ou pour montrer que je pouvais le faire aussi, elle me disait que c'était nul. Donc je n'ai pas été très encouragé dans ce que j'avais choisi de faire plus tard.
J'écrivais beaucoup et étrangement, mon père, tout de même, fier de quelque chose qui le rendait complètement dingue, s'était débrouillé pour que j'aille lire mes poèmes au Club des Poètes à Paris. Ce fut ma première intervention publique, je devais avoir 12 ans. L'écriture me permettait de me rehausser enfant. J'ai été enfermé dans un corps qui ne correspondait pas à ce que je suis pendant des années, c'est-à-dire une prison. C'est dans la nature qu'il s'est réveillé, qu'il a puisé des forces pour affronter un monde, une société hostile à ce qu'il est. Un monde hostile à la nature, un monde hostile aux différences de genre, aux différences de tout. En plus, à l'époque, on ne parlait pas du tout des garçons comme moi, donc tu étais forcément barge ou mis de côté dans tous les milieux. Déjà tout petit, je ressentais cette anomalie qui m'a donné une acuité plus forte sensorielle à la perception de la nature, le fait de me sentir différent et exclu. J'y ai trouvé un écho et j'ai pu m'y projeter. J'étais en osmose avec elle car je ressentais dès qu'il devait s'opérer une transformation et seule la nature me renvoyait les sensations nécessaires, l'énergie, la force et surtout la compréhension, comme si déjà je savais qu'il y avait un lien comme l'homme animal, l'homme végétal. J'en faisais partie intégrante, tout cela n'était pas intellectualisé, c'était physiologique, physique. Mon grand-père bossait à l'usine, ils avaient dû fuir l'Espagne au moment de Franco. Il y avait des communistes dans la famille, des résistants, et j'en étais fier, sans trop savoir non plus. Mon arrière-grand-mère ne parlait que catalan, j'adorais cela. J'ai beaucoup entendu parler de la guerre enfant. Chez eux, j'avais le droit de m'écorcher les genoux, de fabriquer des arcs, des carrioles, manger avec mes doigts, passer mes journées dans les champs et les bois, d'aller chercher le lait, d'être coiffé comme je voulais, de porter mes ceinturons et de me croire pour qui j'étais. J'avais été bouleversé par le film de Truffaut, L'Enfant sauvage. Je devais avoir 9 ans. Ma mère, étrangement, m'avait emmené voir ce film qui m'a marqué. Même si je ne comprenais pas tout, je m'étais identifié à l'enfant. Bon, alors je passe les dessins. Donc vous voyez ce fauteuil pour deux qui s'appelle une conversation, je crois. Donc un fauteuil assez bourgeois où normalement il y a 2 personnes et bon là il est vide, il y a juste ce singe au milieu qui crie. Donc c'est un peu l'absence. Voilà, l'absence. Voilà. Aujourd'hui, j'essaie d'exprimer dans mon travail ce lien puissant entre le réveil d'un corps et ses sensations, le duel qu'il y a entre l'oppression et la liberté, le chaos et la reconstruction, les parallèles entre une nature en danger, le corps, l'identité bafouée, l'innocence mise à mal, mise à nu, mise à mort. De comprendre les mécanismes de la transition et de la transformation, contrer un monde hostile par ses normes et ses dominations, de le contrer en donnant du sens à la fragilité et en faire une force. Cette nature vivante où je sais que chaque chose est un sujet, où je me sens dans la vérité, où moi-même deviens un sujet, une partie intégrante d'un univers où rien ne viendrait bousculer dans cette nature l'ordre des choses. L'ordre des choses dans la nature n'est pas celui de la société, mais l'ordre de la nature avec des forces différentes, des associations différentes, des genres différents, beaucoup plus multiples, beaucoup plus riches, beaucoup plus luxuriantes, par la transformation, la transition et l'intelligence de l'intégration. Les éléments sont à leur place comme une chaîne. La transformation que la nature opère en fonction de ses besoins vitaux, une sorte de cours des miracles, un coin de résistance, où le pourrissement et la mort est une richesse, où rien n'est perdu, où nous pouvons envisager autre chose par sa capacité à se transformer.
Donc je vous ai mis bon, voilà, les dessins qui représentent l'enfance. L'oiseau, je ne sais pas si c'est parlant, ça va avec le texte. Donc, voilà. Je pense à Colargol, qui est un lien entre moi enfant, la nature et la transition. Ce petit ours qui vivait dans les bois, voulait chanter comme un oiseau. Chanter comme un oiseau, ça lui était interdit, et puis il n'y arrivait pas. Donc ce sont ses amis oiseaux qui l'ont emmené voir le roi des oiseaux pour lui donner un petit sifflet. Du coup, il a pu chanter. Quand j'étais enfant, toute la nature était une résistance à un monde en mal d'amour. Donc ça fait partie, d'ailleurs il y en a une autre qui est exposée dans le camion. Donc c'est une pièce qui fait partie d'une installation qui s'appelle L'ombre de la forêt, qui a été exposée au Centre d'art de Malakoff. Et voilà, là vous avez juste un élément. Donc il y a un visage d'enfant peint sur un massacre, c'est le titre, c'est le nom des cornes et du chevreuil. La seule chose qui comptait pour moi, c'était d'avoir 18 ans, être majeur, faire ma transition. C'était d'aller à l'hôpital. Cela me paraissait simple pourtant. À l'époque, on ne parlait pas du tout des FTM, féminin, tout masculin. L'on m'a foutu à poil devant des étudiants. J'ai dû répondre à des questions et tout ce que je disais était suspect et repris dans le sens contraire. J'étais encore une fois humilié. C'était moche et l'on voulait m'envoyer chez le psy. Je ne comprenais pas pourquoi. Je fais le lien, en vous parlant de cela, de cette immense et première sculpture que je n'ai pas en photo. Donc j'ai choisi cette photo qu'une amie a faite quand j'avais 18-19 ans. Voilà. Immense et première sculpture que j'ai faite au même moment, qui représentait un géant plein de muscles, un autoportrait de volume de 2,50 m sur 2 mètres de large. Un passeur entre les choses, je l'avais vu comme cela, un personnage du futur. Tout ce qui était chez moi y est passé, canapé, meubles, la maison était devenue un atelier. Je m'enfermais chez moi pour travailler, sans rien savoir, mais j'avais cette immense sculpture à faire, j'avais choisi mon métier et je n'avais plus rien à perdre. C'est à ce moment que j'ai rencontré Anne et Patrick Poirier, qui avaient leur atelier dans la rue. Je l'ai remarqué par sa personnalité, Anne, je l'ai trouvée différente, j'ai appris qu'ils étaient artistes. Je lui ai demandé un jour de venir voir ma sculpture, elle a accepté très gentiment, elle a aimé, m'a encouragé à continuer. J'avais 19 ans. Ça a été porteur pour moi, car c'était la première fois que je me confrontais au regard d'un artiste. Ils m'ont invité dans leur atelier, j'y suis allé 2 fois, puis j'ai arrêté, car ma situation était trop compliquée. Puis ma sculpture a été donnée à un particulier à Biarritz pour qu'elle échappe à la destruction. À l'époque, je démarchais aussi par téléphone, donc comme ça, j'appelais les gens. Je me suis dit, c'est bien de faire ça, je savais faire que ça. Et puis donc j'ai fait des sculptures pour m'arrêter François Girbeau, pour des défilés, Porte de Saint-Cloud. J'ai fait une sculpture pour le Palace, et puis plein d'autres choses. Plus tard, n'ayant pas de moyens, ni personne pour m'aider, n'ayant aucune connexion, et ne sachant comment faire avec mon genre, étant SDF à force, j'ai trouvé une camionnette. Et j'ai décidé d'y faire mon atelier roulant. C'était parfait. Je me sentais libre. Je me garais, j'ouvrais les portes de mon camion ailé d'artiste. Paris était une porte ouverte d'atelier dans chaque quartier. Pour les plus grandes pièces, les sculptures ou les grands tableaux, j'allais dans des chantiers ou dans le bois de Vincennes. Je trouvais une porte de sortie à tout enfermement. J'essayais. Je ne pouvais être enfermé nulle part. C'était un moteur créatif. J'étais un petit animal sauvage. C'est là que j'ai commencé à sortir mon travail au Puce du 15e. Je suis allé là parce que j'ai grandi dans le 15e. C'était pas mal au début, je chinais aussi des choses que je revendais pour me faire un petit billet, mais je n'aimais pas ce milieu et ce goût du gain à tout prix. J'étais ailleurs.
Je voulais être un homme, un artiste. Je savais ce que je voulais et j'avais des choses à dire. J'ai senti que l'on me portait quand même de l'intérêt. J'ai donc ouvert en grand les portes de l'atelier-galerie, en grand sur ce marché. J'arrivais avec mon camion atelier roulant à 5 heures du matin. Il fallait prendre sa place et la défendre. Ce n'a pas été simple, car j'étais différent par mon statut et mon genre. Je devais prendre cette place, m'imposer, quitte à pousser des bras. C'était pour moi une revendication, une histoire de survie. Exister en tant qu'homme et artiste, exister était synonyme de liberté, de militantisme. C'était un pas en plus vers moi et ça avait tout son sens. Donc tous les week-ends, je me suis levé plus tôt que les autres pour montrer que j'avais encore plus faim et surtout pour montrer que j'existais bien. J'ai pris cette place, j'étais le premier artiste à prendre cette place au milieu du fracas du trottoir, à ce moment-là, à cet endroit. C'était difficile et violent. J'ai expliqué aux gens qui j'étais parfois, ce genre que je vivais simplement et naturellement, malgré le besoin vital de changer mon corps. J'étais renvoyé à une grande violence sociale et affective. La transition, la vie, mon travail, mes seuls objectifs. Les gens passaient devant moi, je me tenais devant mes tableaux comme un chef indien. J'étais un guerrier solitaire. Les insultes fusaient, je ne bougeais pas. On me bousculait, j'en restais là. On se moquait de moi et de mes peintures, mais j'essayais d'ignorer cette violence et toutes les intimidations pour que je ne revienne plus. J'entendais les ricanements des voisins concernant mon identité, mes peintures, les regards par en dessous et au-dessus. Il y avait en gros leur médiocrité, ça les rendait plus que laids. Je me tenais droit, là, devant, comme un résistant, et je ne voyais pas pourquoi je n'y avais pas le droit. Je vivais cela comme une revendication. J'aurais eu une pancarte accrochée autour du cou, marquée « Je suis FTM, trans, et j'ai le droit d'exister », ça aurait été pareil. J'aime bien cette idée, être en résistance. J'étais à vif et tous les week-ends, je rentrais dans la bagarre, cette lutte, les rencontres, ce qui pourrait arriver. J'étais en live, une sorte de performance politique, revendicative, sociale, artistique et financière. Tous les week-ends, je rentrais en scène. Je militais seul, je pensais que c'était important de le faire. En tout cas, j'avais trouvé mon compte. D'être en direct dans la rue, ça avait encore plus de poids et de sens. Et au fond de moi, j'étais en colère. Je trouvais cela tellement dégueulasse d'avoir été obligé pendant si longtemps de me taire, d'avoir été exclu de tout, parce que personne n'avait respecté et entendu cet homme que j'étais il y a 25 ans. Je savais que j'étais peut-être à ce moment le seul mec trans artiste à se mettre dans la rue avec ses autoportraits. J'étais vivant. J'ai toujours été déterminé par une lutte, même enfant, aussi loin que cela puisse remonter. Je pense que tout vient de mon identité, ça remonte vraiment à très loin. Je pense avoir toujours eu conscience, en tout cas dès que j'ai pu l'affirmer, de ce qui n'allait pas. Je n'avais pas les mots pour le dire, mais l'identité et ses conséquences ont été un moteur pour moi. Une chance de trouver d'autres combines, d'autres chemins, une chance de pouvoir tout déconstruire, une chance de pouvoir dire non, et par conséquent aussi une grande solitude. Donc on va venir aux tableaux qui ont été montrés que dans la rue. Voilà. Alors ça, il y a une série qui s'appelle Serial Identity, donc ça c'est un des premiers, c'est juste un portrait. Donc il est fait sur bois, il mesure 180 par 150, peint à l'acrylique. C'est des autoportraits. Donc voilà, c'est un des premiers de la série. Ça, c'est un tout petit peu plus graphique, mais ça fait partie de la série. Des autoportraits de face, ou un visage primaire et multiple. C'est une présentation d'une transition d'homme et d'animal. Un fondu d'homme, primitif et brutal.
Ce qui me faisait plaisir, c'est que les gens achetaient une œuvre sur la transition d'un homme trans sans que je leur dise, et ils adoraient. Ils passaient d'un visage à l'autre sans jamais se lasser, ils me disaient que ça leur donnait la pêche, et ça me rendait heureux. C'est tout de même incroyable qu'un tableau qui parle uniquement de transsexualité et de genre parle à autant de monde. La brutalité de la société me rendait animal. Il y a eu aussi, alors c'est que des grands formats, hein, celui-là aussi, qui, voilà, 160 par 130. Donc il y a eu des autoportraits de face qui étaient comme des fantômes qui voulaient parler. On y voyait soit la révélation de mon image, soit la disparition. Il y avait aussi une intervention physique à la tronçonneuse qui soit balayait l'image, soit la soulignait. Donc voilà, pareil, c'est fait sur bois. Il y a les petits papiers qui sont collés systématiquement, très très bien rangés. Et après, bon, il y a un portrait, puis tous les tracés sont faits à la tronçonneuse. Alors, je traçais à la tronçonneuse une spirale pour déconstruire le portrait. La spirale représentait la transition. Et le choix de la tronçonneuse était une façon de souligner avec force la volonté et la brutalité de la situation et l'envie d'exister. Alors là aussi, vous avez une tête de mort sur bois avec un mannequin tenu par les pieds en ficelle et corde et paraffine qui mesure 130 par 130. Voilà, pareil, c'est un grand tableau avec une spirale et un portrait en bois, en sculpture, juste en dessous, le tableau est juste posé dessus. Un homme trans, barbe noire. Et il y a eu aussi des portraits comme ça, c'est un autoportrait, c'est un chien. Alors c'était à l'époque où il y avait encore des affiches dans Paris. Donc il est en affiche, il est tout bombé, et voilà, c'est un portrait. Et ce grand pistolet de 4 mètres sur 1,80 m, que j'avais fait aussi dans je ne sais plus où là. Et pareil, fait sur affiche et peint. Voilà. Ce sont des tableaux qui sont libres, comme leur propre identité. Cela fait partie de leur conception. Ces tableaux sont des courants d'air. Ce sont des tableaux qui circulent, une histoire que l'on transmet. J'ai toujours eu cela en tête. Parce que le fait d'être dans la rue, ça était un choix, aussi une conséquence, mais quand même un choix aussi. J'aurais pu faire autrement. Et c'est aussi pour transmettre mon histoire aux gens en live, quoi. J'avais l'impression déjà d'amener de l'art dans la rue comme ça, je trouvais que c'était bien. Et puis de parler de mon histoire. Voilà. Dans la rue, j'ai rencontré des gens bien, des collectionneurs qui m'ont soutenu et me soutiennent encore. D'autres m'ont lâché en chemin quand ils ont compris le sens de ma vie et de mon travail. Malgré tout, plus j'avançais, plus j'étais le fantôme de moi-même. Alors il y a toute une série comme ça de dessins qui ont été faits avant ma transition, que j'ai retrouvés, qui illustrent pendant toute la conférence mon histoire. Donc malgré tout, plus j'avançais, plus j'étais devenu le fantôme de moi-même. Je n'y arrivais plus. Je ne pouvais plus expliquer, dire, me justifier. Je ne voulais plus lutter. Je voulais juste exister, donner un sens à tout cela, une valeur humaine, un sens artistique. J'étais fatigué. Tout cela me renvoyait à une grande culpabilité et à une grande solitude. Décliner son identité à chaque moment de sa vie, se sentir tout le temps à défaut. Je me trouvais de plus en plus laid. C'était devenu de plus en plus dur et surtout, j'étais presque arrivé jusqu'au bout de mes forces. Je ne pouvais plus vivre à côté de moi. La rue assomme et abîme au bout d'un moment. Elle avale les personnalités, les énergies. Elle vous broie sans état d'âme.
Le plus dur, c'était d'avancer, de lâcher les choses, préparer d'autres œuvres, différentes, faire évoluer mon travail au même rythme que moi, penser autrement que dans l'urgence, prendre le recul nécessaire. Mais quand on est dedans, quand on est dans la rue, comment faire? Je réfléchissais à ça tout le temps, je disais un jour, le jour où je pourrai quitter ce trottoir, ce sera énorme. Faire transitionner mon travail comme moi, apprendre d'autres techniques, avancer, aller là où je dois aller, quitter ceux d'avant. Les gens n'étaient pas prêts à me suivre, ne pas changer, rassurer les gens, ne pas transitionner, ni dans le travail, ni dans la vie. Ne pas bouger, rester là. Je ne voulais pas mourir. Je ne voulais pas crever en restant sur ce bout de trottoir. Il fallait tout changer, partir, tout recommencer. Tant pis pour ce qui arrivera. Ce n'était plus possible, je me sentais dégradé. Mon choix était vital. L'évolution, la remise en question du travail et du corps est pour moi primordiale. Apprendre, chercher, construire, envisager. J'ai toujours aimé cela. C'était la seule porte de sortie. J'ai tout repris à zéro. C'est là justement que j'ai pu retrouver un sens, que je me suis ressourcé à l'enfance, à la nature, à l'essentiel, à mon essentiel. J'ai toujours eu dans la tête ce petit livre de Rilke, depuis l'adolescence, L'être un jeune poète. Je vais essayer de bien le lire. Et fussiez vous-même dans une prison dont les murs ne laisseraient parvenir à vos sens aucune des rumeurs du monde, n'auriez-vous pas alors toujours votre enfance, cette délicieuse et royale richesse, ce trésor des souvenirs? Tournez vers elle votre attention. Cherchez à faire ressurgir les sensations englouties de ce vaste passé. Votre personnalité s'affirmera, votre solitude s'étendra pour devenir une demeure de douce lumière, loin laquelle passera le bruit des autres. Je me suis accroché au souvenir de l'Auvergne, où l'aube aurait enfin sa chance, comme le dit si bien Barbara. Alors, à partir de Lettre d'amour à moi-même, c'est le titre de ma première exposition, elle annonçait un changement. J'ai repris ma transition, la vie reprenait un sens. Parce que quelques années avant, j'avais fait une sorte de burn-out, tout m'était revenu, comme si je retrouvais la mémoire d'un seul coup. Mon corps avait retrouvé la mémoire, et la mémoire avait retrouvé son corps, de tout ce qu'il avait subi. J'avais donc décidé de me faire aider. J'ai entrepris une psychanalyse pour évacuer tout cela, qui m'a réussi. Me donner une chance, apprendre à m'aimer, essayer de me donner de la valeur, à devenir plus fort, pour pouvoir faire face à des situations sans que cela me démolisse totalement, être moi, sans culpabilité, sans peur. La lumière était pour moi cette fois-ci. Ça a duré 15 ans, plus de 15 ans pour récupérer. Alors bon, ça fait partie d'un des tableaux de Lettre d'amour à moi-même. Vous en verrez d'autres tout à l'heure. Donc c'est un grand portrait, donc avec des larmes de couleur. C'est pas très bien. Le parcours entre le travail et la transition. Au fur et à mesure que j'avance dans la transition, il y a un lâcher-prise de certaines béquilles que j'avais avant, aussi bien dans mon travail que dans ma vie. C'est ce que je souhaitais le plus, exister. C'est là que j'ai mis à distance le côté brut de la peinture, pour exprimer plus précisément les choses comme si j'ajustais mon apparence. La création et moi avançaient. J'avais besoin de plus de précision dans l'image, comme dans moi, comme dans moi-même, exprimer mes sensations d'une façon détaillée et multiple. Avant, c'était frontal. Maintenant, j'explorais tout mon être dans l'intimité. Ce qui me permettait de revenir sur ma vie, mon parcours, de pouvoir en parler enfin, de calmer le sauvage en moi,
Dans le mot sauvage, j'entends le mot sauver, me sauver. C'est grâce au changement que c'est devenu possible. J'ai voulu exprimer l'intime, me laisser aller à la fragilité, comme si je pouvais le faire enfin, sans peur, me laisser aller à réfléchir, avec moins d'urgence. Je m'offrais la possibilité d'aborder d'autres choses, le dessin par exemple. Je me rendais compte que j'ouvrais un immense livre avec de multitudes de possibilités. J'avais envie de poser mes valises, d'étudier enfin tranquillement. C'était un luxe. J'avais compris à quel point la culture était une porte de sortie à l'obscurantisme. J'ai commencé à peindre des enfants avec des trèfles en emblème. Ça, c'est dans l'exposition Lettre d'amour à moi-même. Ou les pattes de chien, celles de mon chien petit. J'ai commencé à me peindre enfin et enfant, à comment j'étais en petit garçon, comment j'aurais pu être, comment au plus profond de moi, celui qui avait dû se taire, se cacher, depuis si longtemps, avait enfin la parole. Comme dans la pièce, les petites chaussures en os. Le titre, c'est 12,5, c'est la taille. Trop rigide et trop petite, ou les enfants qui pleurent, ou ceux qui sont cabossés. Alors, ce tableau s'appelle « Les beaux colliers pour les enfants tristes ». Cette exposition, elle fait partie de l'exposition Apparition sentimentale chez Alain Guttard, qui est mon galeriste aujourd'hui. Pour parler de ce tableau, en général, dans mes peintures, dessins, mots ou installations, c'est comme des vœux, c'est-à-dire qu'il y a toujours comme intention de sauver quelque chose. Je peux me servir d'imagerie populaire ou puiser dans la littérature, la poésie, enfin, tout ce qui peut me toucher, dans l'histoire aussi, soit pour détourner le message, soit pour souhaiter autre chose. Il y a une envie de changer de façon à mettre l'accent, il y a une envie de changer de façon à mettre l'accent sur d'autres possibilités, ou assembler des sujets qui n'auraient pas dû ou pu se rejoindre. Mais du coup, l'on s'aperçoit qu'ils peuvent être apparentés, soit par la forme ou l'émotion que cela suscite. On y trouvera des liens en questionnant la fragilité. Est-ce ma propre fragilité que je questionne enfant, ou l'enfant qui questionne son bourreau face au crime qu'il a perpétué? Une façon de questionner le monde et de lui faire prendre ses responsabilités. Les titres de mes expositions sont liés à des périodes de ma vie, à des passages. Sans le savoir, j'avais renoué avec la nature et je pouvais parler de mon enfance. C'est la reconstruction. Donc ça, c'est un tableau qui a été exposé. Alors, je vais lire les titres des expositions. Et puis... Alors, il y a eu Lettre d'amour à moi-même, Répare-moi, I love you Eddie, Je n'ai plus peur de toi. Alors, I love you Eddie, c'était Villa du Lavoir, Je n'ai plus peur de toi, Galerie de la Voûte. Je cite quand même parce que c'est des gens qui ont été là. Parler les fenêtres ouvertes. Alors ça, c'était chez des collectionneurs qui s'appelle Action d'éclat, où je projetais des dessins sur la façade d'un hôtel particulier à Versailles. Une commande pour la Nuit Blanche 2015. Oscillation, librairie Mazarine. Voyage d'un animal sans mesure à la Maison des Arts de Malakoff, dont Aude Cartier s'occupe et que je remercie encore de m'avoir fait confiance. Apparition sentimentale chez mon galeriste Alain Guttard, avec qui j'ai le plaisir de travailler. Donc là, voilà, vous avez une série de tableaux qui font partie de ces expositions. Voilà. Alors, par exemple, ça, ce cheval, il est assez grand, ça fait 3,50 m par 2,80 m. Ça s'appelle Au-dessus du chaos. Le buffle qui pleure, pareil, c'est la même taille, 3,50 m par 2,80 m, c'est peint à l'acrylique. Une étoile est née. Celui-là s'appelle Transition. C'est un autoportrait. C'est juste avant, pendant. Enfin bon.
Et la chambre de Van Gogh avec Cendrillon, qui est assez grand aussi, qui mesure 5,60 m par 2,80 m. Dépression au-dessus du jardin. Voilà, ça c'est sur la transition. Alors donc c'est des talons avec une patte de chien. Voilà, toujours partie de... Ça c'est une sculpture, c'est Pinocchio. C'est un message à mon père. Voilà. Alors, pardon. Et puis, il y a eu la rencontre, une belle rencontre avec mon ami Claude Lévesque. Ce fut une grande reconnaissance pour moi. Il m'a invité à ma première exposition de groupe et officielle au Palais Jacques-Cœur pour genre humain. Une rencontre magnifique, une connexion avec l'intime et la vérité, un artiste reconnu qui a regardé mon travail. Ça a été important pour moi, car du coup, je me suis dit que je n'étais plus dans l'erreur et que la sensibilité avait sa place. C'est la première fois que je prenais conscience de la valeur de mon travail et de ma propre valeur. Je suis retourné m'installer et travailler à la campagne. C'est là que j'ai fait mes changements de papier d'identité et c'est là que je suis né pour la deuxième fois, il n'y a que 3 ans. Ça fait que 3 ans que j'ai refait surface. J'ai choisi cette ferme à la campagne pour poser mes valises. Voilà une lettre où 30 personnes de ma connaissance ont dû témoigner sur l'honneur, comme quoi j'étais bien moi, pour appuyer mon dossier devant le tribunal. Après, quand même, avoir fait des opérations, avoir pris les hormones et être passé devant un autre tribunal où j'étais accepté, etc. Donc il fallait que je repasse devant un autre. Voilà, c'est un parcours du combattant. J'ai passé ma vie devant un tribunal. Vous comprendrez mon besoin de liberté. La maison de mon enfance, la campagne, il y a des pots jaunes, il y a des pots de fleurs qui ressemblent à ceux de chez ma grand-mère, avec des cruculas qui sont plantés dans un vieux pot jaune d'or. Ils sont devant ma porte d'entrée. Mon atelier est au milieu des champs, coincé entre les rosiers, les arbres, les champs. Le champ est un ampli où sonne une guitare électrique saturée qui se mélange au bruit de la forêt. Les oiseaux y sont familiers. Il y a plus d'une dizaine de nichoirs autour de mon atelier. Ils me connaissent. J'entends leurs ailes dans le feuillage. Ils m'accompagnent tout au long de mon travail. Je veille sur eux. Je veille sur cette nature en danger. Je fais ce que je peux. Le jardin généreux. Le sens de la nature. Prendre soin d'elle. Prendre soin de soi. Les silences, les dimensions, les insectes, les plantes, la vie. Voir changer la nature, les saisons, le sens du temps, le sens de la vie. Le corps se confond avec la nature. Me projeter, me coucher dans l'herbe, m'y rouler, sentir le vent sur mon corps, le temps qui s'étire parmi les merveilles. Le temps qui efface, le temps qui révèle. En même temps que mon corps se transformait, je sentais une nouvelle sève dans mes veines, les pieds dans les racines, la terre, des silex à la place des ongles, les yeux verts, le premier cri. La transition à la campagne a permis à mon corps de se révéler. J'ai commencé à me dévêtir, à regarder mon corps, à l'écouter grandir,
changer. Alors, voici la louve romaine façon loup. J'y tiens parce que c'est un dessin que j'ai retrouvé. J'ai trouvé très drôle. Bon, bref. À l'écouter grandir, changer, se transformer, à me l'approprier, prendre de la force, de l'énergie, à sentir de nouveaux muscles, une nouvelle barbe, une nouvelle voix, de nouveaux espoirs, la naissance d'un corps au même rythme des saisons, prendre le temps nécessaire. Je regarde les plantes changer, les nouveaux bourgeons du printemps qui allaient venir en plein hiver étaient pour moi plein d'espoir. J'ai pu puiser ma force dans cette sève à venir. Je me réveille doucement, au même rythme que la nature, avec douceur, mais également avec la même urgence face à sa maltraitance. La nature est une résistance au pouvoir. Alors je vais venir sur ce tableau qui s'appelle, voilà, excusez-moi, Voyage solitaire, qui mesure 2,30 m par 175. Donc je vais parler du corps, la nature, la peinture. Je vais citer un extrait du texte de Julie Crène, docteur en histoire de l'art, critique d'art et commissaire d'exposition. Édith Dubien s'empare de l'image du fleuve pour parler de sa vie, de son corps et de son œuvre. Le fleuve est un élément naturel en mouvement, une course, un écosystème fluide, imprévisible, violent et rassurant. Un territoire dont la finitude est indéterminable, un corps qui performe à l'infini. Donc voilà, ce tableau s'appelle Voyage solitaire. Il y a une dimension de temps, de durée dans ce tableau, de l'image arrêtée sur cette rivière qui s'écoule, une sorte de sablier où l'on pourrait mesurer le temps et l'écoulement de l'eau sur le visage. Alors, ce tableau. Alors, tous ces tableaux ont été faits l'année dernière pour l'exposition à la Maison des Arts de Malakoff. Les branches dans ce tableau, qui s'appelle « À 6 heures du mat' l'hiver », ce sont elles qui ont soutenu mon identité pendant les moments difficiles. C'est un grand format aussi. Il est peint à l'acrylique. Alors, la photo de l'ours qui crie s'appelle « Voyage d'un animal sans mesure », qui mesure 2,30 m par 175, qui est aussi peint à l'acrylique. Alors c'est le cri de l'animal, c'est le premier cri de l'animal qui est dans moi, qui est dans chacun de nous, que beaucoup ne veulent pas entendre, le cri de l'enfant. Ce tableau qui s'appelle Passage, qui mesure 162 par 130. Alors dans ce tableau, le temps est arrêté, l'antilope le ravive et fait redémarrer l'image. Le temps représente pour moi le temps de la transition et l'image arrêtée est le temps qui s'écoule entre le corps du départ et le devenir de ce corps. Alors c'est un autoportrait où je suis agenouillé devant, voilà, avec un écureuil, de l'eau. Là, dans ce tableau, le fluide de l'homme, agenouillé, se transforme en eau. C'est la source de l'homme. Une énergie de la nature qui passe par lui et transforme son désir de réparer en réalité. C'est à la fois des pleurs mélangés à la vie, l'eau régénératrice. J'ai rajouté un dessin, toujours avec l'eau et le désir de changer les choses, comme des souhaits ou des pleurs. Voilà, et ce petit tableau, ce qui s'appelle « Je porte ce qui m'échappe ». Dans ce dessin, l'animal est l'énergie qui circule dans ce corps. L'animal, libre et vivant,
la nature, en quelque sorte, c'est la prise électrique. Dans les dessins, où les animaux, les enfants où les gens sont face à face et crient, c'est l'énergie qui circule, c'est toujours des passages, des dialogues sourds et vivants de l'intérieur entre l'homme et l'animal, c'est de la communication interne. Dans ce tableau qui s'appelle L'homme à l'envers, c'est un autoportrait, les blancs sont présents dans mes tableaux, ils font flotter les émotions, les vides représentent des espaces libres, ce sont d'immenses fenêtres vers autre chose, vers du possible. Dans toute cette série de sculptures qui s'appelle « Tout est corps », donc ce sont des animaux emprisonnés. Les sculptures figées dans des blocs, les blocs sont comme des protections. La peur protège, mais entrave. Alors je vous ai mis une série de quelques dessins. Alors les dessins sont des pensées vives. Les aquarelles ou dessins se font comme des mots, une phrase que l'on écrit, une histoire que l'on raconte ou transmet. Généralement, j'écris des textes qui donnent naissance à des dessins. Bon, c'est souvent le cas, c'est pas généralement. Ou j'écris directement ou dessine. Parce qu'une émotion m'aura provoqué une image mentale, des sensations physiques fortes. Le sens de mon travail est de questionner sur notre propre place face à un monde où ce qui paraît plus fragile est bousculé ou détruit. Mon travail consiste à montrer cette fragilité, lui donner toute sa place de façon à combattre les oppressions. Moi, je vous ai mis, ça va avec le dessin. Donc, il y a la sculpture, voilà, il y a eu le dessin de ce lièvre transpercé par une branche. Ah, pour l'antilope, oh, bah, tant pis, c'est pas grave. Bon, en fait, généralement, les branches, les animaux ou les gens qui sont transpercés par des branches, la branche est une antenne qui relie le corps à la terre. Voilà, c'est juste ça. J'y pense. Série. Là, ce sont des dessins que j'ai faits cette année. Et voilà. Je me souviens ce que l'on m'a dit plusieurs fois. On s'est demandé ce que j'allais bien pouvoir peindre ou faire après ma transition. C'est-à-dire que les gens ils viennent voir mon expo et disent « Tiens, on est venu voir si tu avais quelque chose à dire. » Bon. J'ai été surpris parce que je ne me suis jamais posé ce genre de questions. Mon travail n'est pas lié qu'à ma transition, mais à des perceptions, des choix, des préférences, des préoccupations politiques et plastiques. Pour donner une réponse à cette interrogation, la transition est multiple. Il suffit de regarder la planète, les migrations de notre époque, les gens, les oiseaux, les plantes, les animaux, la nature, et la force de la nature à se transformer. Et surtout écouter la mémoire des plantes, des bêtes et des enfants.